Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de cette podcast est de proposer du contenu à haute valeur ajoutée en liaison avec l'actualité immobilière et porté par des Real Insiders, donc des experts qui partageront leur expérience et savoir-faire. Bonjour Jérôme, enchanté de faire ta connaissance. Comment te sens-tu ? Très bien, bonjour Joël. Merci beaucoup de faire partie du podcast Real Insiders. Peux-tu nous en dire davantage sur toi-même et tes débuts dans le domaine de l'immobilier ? Alors j'ai commencé dans l'immobilier en 1998, donc c'est pas tout à fait hier, donc oui. À peu près 26 ans. Chez un confrère lausannois, après mes études, et j'ai fait de tout, puisque j'ai fait du courtage, mais également de la gérance. Et donc, on peut dire que je crois que je suis passé dans tous les services régis qu'il peut y avoir. Génial. Et quelles sont tes passions en dehors de l'immobilier ? Parce qu'on parle souvent de l'immobilier, mais c'est aussi important de connaître la personne. Oui, j'ai envie de dire, c'est pas une réponse bateau, mais la famille, oui, avant toute chose. Après, c'est vrai qu'on a des métiers qui nous occupent beaucoup, qui englobent beaucoup de choses, donc beaucoup de relationnel, plaisir des autres, c'est très important. On est une société de service, donc si on n'aime pas les gens, je crois qu'on fait pas ce métier. C'est plus compliqué. Et puis après, évidemment, de façon effectivement un peu bateau, du sport, la montagne, beaucoup, et on se ressource dès qu'on peut. Génial. Donc aussi le voyage, j'avais cru comprendre. Oui. D'ailleurs, il y a une petite question qui va aller par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu es à la tête de Barnes, mais aussi de plusieurs dizaines de conseils d'administration. Quel est ton secret pour gérer avec succès autant de responsabilités ? Parce que c'est quand même une charge importante. Il y a un des secrets, je m'amuse toujours à dire ça, c'est le fait d'avoir une assistante depuis 17 ans. Donc ça, c'est un très bon secret. Et après, c'est de l'organisation personnelle ou autre, mais c'est vrai que ça fait beaucoup et de temps en temps, il faut alléger un peu le bateau. Ce qui nous fait effectivement, à certains moments de vie, prendre des décisions sur le fait de se recentrer sur certains projets. D'accord. Génial. Et le rachat d'entreprise peut vite devenir un casse-tête, hein. Tu l'as vécu il y a quelques mois, années. Et toi qui l'as vécu, peux-tu nous donner peut-être 2 ou 3 conseils pour mener à bien ces transitions, justement ? J'ai envie de dire, la première chose, c'est d'acheter des entreprises qui font le même métier ou qui font un métier qu'on connaît. Oui. Parce que j'ai vu beaucoup de rachats très mal se passer. Pourquoi ? Parce que les gens qui les rachetaient ne connaissaient pas ce métier. Et puis, surtout, faire preuve de beaucoup d'humilité. On apprend beaucoup. Il n'y a jamais rien. On en a fait quand même beaucoup. Depuis maintenant plus de 16 ans, 17 ans. Donc, très important de cerner l'ADN d'une entreprise, de s'y intéresser, puis après d'avoir le temps de le faire. Et puis après, comme on dit toujours, la mariée est toujours plus belle avant le mariage. Voilà. Génial, merci beaucoup. J'ai vu aussi notamment dans ton profil LinkedIn et avec les discussions avec tes équipes que tu as étudié à Champitay, puis tu as aussi fait le HL. Toi qui parles souvent de la force du réseau, j'ai pu le voir dans des articles. Est-ce que ça aide pour faire des affaires dans l'immobilier ? Alors, j'ai pas souvenir d'avoir étudié à Champitay. D'accord. Je dois dire, j'ai étudié à Saint-Maurice. D'accord. Alors, c'est une erreur de ma part, désolé. Mais j'ai pas étudié à Champitay, même si on a participé en termes de sponsoring aux 100 ans de Champitay, de mémoire. D'accord. Mais j'y ai pas étudié. Mais par contre, à l'école hôtelière, oui. Mais effectivement, des réseaux assez importants de par le fait, effectivement, que j'ai toujours cultivé pas mal de l'amitié et autres, et on est resté en contact, et c'est vrai que ça permet effectivement de cultiver ça. Super. Et en ce qui concerne Barnes, l'entreprise compte aujourd'hui 22 agences en Suisse romande. Quelle est ta stratégie ou philosophie pour gérer à la fois la vision globale et les opérations quotidiennes dans ton entreprise ? Alors, c'est tout nouveau comme réponse, puisque aujourd'hui, peut-être qu'à 50 ans, on fait preuve de beaucoup plus de sagesse et d'envie, mais j'ai pris, comme je le disais tout à l'heure, des décisions à des moments de vie, celui de reprendre Barnes et de la gérer en direct, c'est-à-dire de plus avoir de CEO ou autre, d'avoir des associés, mais d'être de nouveau dans le terrain, ce que j'aime faire, et de pouvoir confier en fait finalement les rênes de l'entreprise à d'excellents collaborateurs en transversalité, qu'on soit plus horizontaux que verticaux, mais surtout que je puisse être en lien total avec les équipes. D'accord, et direct avec le marché. Oui. Je crois aussi savoir que, tu l'as dit au début, que tu étais particulièrement attaché à la montagne, et que Barnes aujourd'hui, c'est 4 agences dans des stations de renom. Est-ce que la montagne te tient à cœur ? C'était un choix naturel de développer cette activité dans le Valais pour toi ? Oui.
Mon père avait déjà développé des activités en Valais où on avait une agence très longtemps, il y a 40 ans, voire 50 ans même. Oui. Donc on a toujours eu une agence à Cran, où on est toujours allé en plus en termes familial. Et puis après on a eu des projets là-haut, donc ça faisait du sens d'ouvrir une première agence à Cran, puis après à Verbier, à Zermatt, une affiliation à Gstad. Enfin bref, je pense que la montagne est une composante importante de notre métier. Oui. Avec effectivement des actifs immobiliers aujourd'hui qui sont très dynamiques. Donc une présence pour nous qui faisait du sens. D'accord. Et j'ai vu aussi dernièrement une conférence sur les réseaux sociaux pour investir à Dubaï, notamment une qui va se dérouler le 27 à Genève, sauf erreur. Je crois que tu apprécies le voyage et que tu as un joli réseau international grâce notamment à ce réseau Barnes. Si tu devais aujourd'hui investir à l'étranger, quelles seraient tes recommandations ? D'investir de façon locale avec des gens qui sont très bien implantés, puisque les législations sont toutes différentes dans les pays, donc faut faire attention à ça. Oui. En termes de domiciliation, mais en termes de fiscalité aussi. Et donc de très bien s'entourer finalement quand on le fait et d'être au-delà d'investir. Et c'est tout le sens de ces conférences qu'on a déployées maintenant depuis quelques années avec Barnes. On en a dans tous les pays où on est présent. Oui. Et on vient d'en faire justement une à Dubaï avec Investir à l'île Maurice, où effectivement ces présentations ont pas seulement comme but de présenter des objets, mais surtout justement d'informer des clients potentiels, et on en voit d'ailleurs le succès avec le nombre d'inscrits qu'on a pour effectivement ces 2 conférences Investir à Dubaï, à Genève et à Lausanne. Génial. Avec effectivement un angle fiscal, un angle de domiciliation, un angle immobilier, objet, mais où on entoure finalement l'expérience et on essaye d'être très proactif en amont avec nos clients. D'accord. Et plus particulièrement, est-ce que tu as un pays de préférence toi si tu devais investir ? Portugal. Portugal ? Super. Comment vois-tu 2024 pour le courtage en Suisse romande ? Est-ce que c'est une bonne année ? Alors, est-ce que c'est une bonne année ? C'est toujours un peu tôt de le dire quand on est début mars. C'est vrai. En tout cas, les 2 premiers mois sont extrêmement dynamiques et très en avance sur 2023 chez nous, ce qui n'est pas un secret à mon avis, parce que finalement, l'année 2023 était une année compliquée pour tous les acteurs de la branche, et tous les acteurs européens, on va dire. Donc 2024, on a un métier, comme tu le sais, qui est fortement lié au taux d'intérêt. Tout à fait. Et donc les taux d'intérêt allant dans le bon sens en 2024 par rapport à 2023, on a de nouveau un marché extrêmement dynamique, mais qui est encore assez fragile. Par contre, où les choses prennent encore un peu plus de temps. Et puis après, voilà, les gens qui n'ont pas acheté en 2023 vont peut-être se dire que c'est intéressant d'acheter en 2024, vu que la charge financière va être un peu moins élevée. On espère, en fonction de l'inflation qui est sous les 1,3 en Suisse, qui est complètement dingue comparé au reste de l'Europe. C'est vrai. Enfin, où ça baisse évidemment aussi. Les États-Unis baissent en dessous de 4%, la France en dessous de 2,5%. Enfin bref, on revient à des choses beaucoup plus correctes. Oui. Donc on a un marché qui devrait, à mon avis, cette année, mais les prochaines années aussi, se maintenir de façon très dynamique. Oui, dans le bon sens. En tout cas, je l'ai vu sur LinkedIn avec les succès que vous avez eu en janvier et février, que c'est quand même super dynamique. Et ça, je pense effectivement que c'est une bonne nouvelle pour le marché. Et j'avais une question par rapport à la franchise Barnes. Comment gères-tu cette licence comment gères-tu la licence de franchise et la relation avec Barnes International ? Alors, c'est pas une franchise. D'accord. On n'est pas Sotheby ou Christie's. C'est un peu plus complexe. C'est plutôt des histoires d'hommes. D'accord. Aujourd'hui, la Suisse nous appartient. Donc on a une relation et on est lié à l'international à titre personnel. Donc on a plus des relations d'associés que d'affiliés. D'accord. Ce qui nous permet de maintenir une vision stratégique commune, c'est très important. Oui. Donc on a beaucoup de contacts, on développe beaucoup de choses entre les agences, on est associés dans d'autres pays aussi. Donc en fait on a une vision qui est différente de celle d'un Christie's, d'un Knight Frank, d'un Sotheby. On n'a pas du tout envie d'avoir 800 bureaux dans le monde ou autre. Aujourd'hui, on est présent avec 80 bureaux sur une carte qu'on a tissée ensemble avec Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes International, sur la pertinence pour nous d'être présents dans certaines villes et dans certains pays où on allait retrouver les mêmes clients qu'on a. Super. Et puis, vous avez du coup une totale liberté de mouvement, ou est-ce qu'il y a quand même des directives à suivre ? Non, on a des chartes graphiques, on a des chartes marketing, on a beaucoup de cohérence. L'avantage, c'est que Barnes est détenu par des professionnels de l'immobilier et pas des franchiseurs. Oui. Et ça, c'est très important. Très différent, oui. Aujourd'hui, Sotheby appartient à des franchiseurs, Christie's appartient à des financiers.
Knight Frank est relativement proche de nous puisqu'elle appartient à des financiers, mais également des professionnels de l'immobilier, mais avec beaucoup d'associés. C'est pas le même pédigré, ouais. Donc c'est vrai qu'on a une vision un peu différente des autres, pas du tout pour remettre leur modèle d'affaires en cause, mais tout simplement pour dire qu'on a une vision différente de ce qu'on attend de notre réseau. Et c'est vrai qu'on préfère avoir moins de monde, mais peut-être plus qualitatif, ou alors on entretient des relations très privilégiées entre les directeurs et associés des différents pays. Et on se voit très souvent encore cette semaine à Paris, donc voilà. Donc un ADN purement immobilier plutôt que les confrères ou concurrents. Et quels sont à ton avis les principaux défis que le secteur immobilier va rencontrer dans les années à venir ? Alors la mixité, comme je le dis toujours, ça fait plusieurs années que je dis ça, donc j'ai peur de me répéter, mais la mixité entre l'humain et le digital, très important. On parle beaucoup de digital, on ne peut pas faire autrement que de parler de transition digitale, de portail, de marketing digital plutôt que de marketing papier. Comment est-ce qu'on vend une promotion aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on met sur le marché un studio, un château, un appartement, bref. C'est des choses qui ont beaucoup évolué depuis 20 ans ou 25 ans qu'on fait ce métier. Et puis après, on reste quand même toujours sur la notion de service. Mais je pense que c'est réfléchir à comment est-ce qu'on offre des expériences à nos clients. Et puis aussi la tarification, évidemment, qui est un sujet toujours dans nos métiers. Tout à fait. La durabilité aussi, on en parle beaucoup. Exact. Mais je vais pas en venir parce que je pense qu'on en parle beaucoup et t'as déjà fait pas mal d'articles à ce sujet. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est dans un entretien avec Le Temps, tu disais les métiers de l'immobilier doivent s'adapter aux aspirations des générations montantes. Est-ce que tu pourrais développer ? J'ai toujours l'habitude de dire que la mixité, c'est ce qui fait les bonnes équipes. Donc, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a 3 générations, voire 4 de temps en temps, avec effectivement des générations X, Y, qui n'ont pas la même façon de penser que celle d'avant ou autre. Et je pense que c'est très important puisque c'est comme ça qu'on fait des bonnes expériences, qu'on doit finalement essayer de développer des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux automatismes. Et c'est vrai que quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, pour discuter par exemple avec mes enfants de ce qu'ils attendent de l'immobilier ou de ce qu'ils en voient ou de ce qu'ils ressentent, c'est pas la même que des gens de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Donc c'est intéressant de mixer tout ça et d'avoir une expérience client. Super. Et si tu avais un conseil justement à un jeune passionné de l'immobilier désirant se lancer, quel serait ton conseil ? Qui travaille beaucoup. Travailler beaucoup. Formation. Ah oui, formation, mais surtout aussi bon sens. Oui. Et aussi beaucoup de travail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup de gens de tout âge. C'est que l'immobilier a été une classe d'actifs un peu trop facile à appréhender, avec quelques sirènes qui ont fait penser à certains qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec ça, sans trop se former. Et je pense que nos métiers, notamment dans le courtage, qui est un métier qui malheureusement est peu protégé, on a vu beaucoup de gens qui ont peu de formation arriver sur le marché et en faire finalement plutôt un outil financier qu'une vraie passion et qu'une vraie carrière finalement. Tout à fait. Donc j'ai envie de dire beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité. Moi, depuis que j'ai commencé, je pense depuis que je suis né dans les années 70, je crois qu'on a dû vivre 3 crises, 4 crises, donc c'est pas fini. L'immobilier, c'est des cycles, plus ou moins longs, et puis il faut savoir tenir. Super. Voilà. Et je rebondis au fait que t'as dit que t'avais des enfants. Oui. Si on revient en arrière, comment se sont passées les choses pour toi ? Est-ce que l'un de tes enfants était intéressé à suivre tes pas, par exemple ? Si oui, comment les préparer à une potentielle transition générationnelle, comme ça a été le cas, par exemple, avec ton papa ? Est-ce que ça, c'est déjà des choses que t'as dans le pipe ou que tu réfléchis ? Je connais pas l'âge de tes enfants, mais oui, je crois. Moi, j'ai des enfants qui s'échelonnent entre 15 ans et 21 ans, donc on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de tout ça. Effectivement, il y a plein de choses qui les intéressent, d'autres choses qui les intéressaient moins, ce qui m'ont fait prendre certaines décisions par rapport à ça. D'accord. Et puis après, dans la transmission d'entreprise, il faut rien imposer, je pense. C'est ça qui est le plus important. Il faut proposer. Et puis après, les uns et les autres disposent. Par contre, effectivement, ils doivent se former. On a des métiers qui sont très difficiles. Oui. Je pense. On a des métiers où il faut donner beaucoup de temps. Il faut donner des heures, mais c'est passionnant. Ça peut être fortement rémunérateur, mais il faut beaucoup investir. Et donc, je pense que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'activités différentes sur lesquelles ils ont un panel de choix s'ils ont envie. Alors, plutôt que de parler de transmission d'entreprise, j'ai envie de dire qu'on a un rôle de donner envie, de les accompagner dans leur choix et puis de voir si
par miracle ou par envie, il y en a un qui est intéressé, on sera là pour les attendre et pour les accompagner. Super. Et puis, si tout d'un coup, tu avais un de tes enfants qui souhaitait suivre cette transition générationnelle, est-ce que on peut être papa cool et exigeant à la fois finalement? Totalement. Génial. Parce que ça, je trouve que c'est important pour donner envie. En tout cas, ça c'est mon avis et mon expérience à moi. Hein, j'espère qu'on arrive à le faire, mais je crois on a un peu cet ADN. Mais il faut être super exigeant. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Et la force du travail, et pas compter ses heures, c'est important, surtout dans ce milieu qui est très concurrentiel. Un autre point, travaillez-vous avec des startups aujourd'hui? Oui. Oui, c'est notre rôle d'avoir ce qu'on peut appeler des veilles technologiques. Oui. Avec effectivement de la pertinence, c'est-à-dire effectivement nos métiers, comme on l'a dit, sont en pleine transition, bougent beaucoup et finalement il faut absolument que. Alors il y a plein de choses intéressantes qui se montent, qui se font. Il faut les suivre, il faut regarder, il faut tester. Il faut pas se tromper, ça peut coûter beaucoup d'argent. C'est clair. Et donc effectivement on fait attention, on investit dans certaines sociétés, on les prend aussi uniquement comme prestataires. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font et je crois que c'est notre rôle de. Comme je dis toujours, on vend pas une promotion immobilière aujourd'hui comme il y a 25 ans. Génial, oui, tout à fait. C'est différent. Donc il y a des outils, et puis dans le digital, c'est quand même quelque chose de très important. C'est vrai que. Mais pas que. J'ai donné des cours au SVIT pour le certificat en courtage immobilier à des nouveaux élèves et j'avais les outils digitaux et j'ai recensé 420 startups en Suisse liées uniquement à la PropTech, ce qui fait quand même qu'il faut, il y en a beaucoup, mais il faut quand même faire une vraie veille technologique pour être sûr qu'on fait le bon choix parce que c'est assez important. Hein. Oui, tout à fait. Historiquement, le marketing ne jouait pas un rôle prépondérant dans l'immobilier. En tout cas, quand je suis arrivé il y a 5-6 ans, c'était un peu plus, entre guillemets, light. Est-ce que c'est toujours le cas selon toi aujourd'hui et qu'en penses-tu? Alors là, je fais extrêmement attention à la réponse que je vais donner parce que je suis surveillé. Il y a un gendarme. Donc, le marketing a toujours eu une place prépondérante chez nous, évidemment, depuis maintenant 25 ans. On n'avait pas les bonnes personnes avant, maintenant on les a depuis quelques années. Donc c'est très important. Comme je disais tout à l'heure, on vend pas une promotion aujourd'hui comme il y a 25 ans. C'est clair. Et ça englobe pas que le côté financier ou juridique, mais le côté marketing. Évidemment, aujourd'hui, on noircit pas des pages de journaux. Non. Il faut une mixité de plein de choses. J'ai mangé encore avec un confrère hier qui me disait moi de toute façon les journaux j'y crois pas, j'y crois plus. Bon, mais c'est comme je dis toujours, chacun a ses recettes. Moi je crois beaucoup à la mixité. Et donc le marketing c'est un ensemble de choses. Alors je pense que le marketing acquiert depuis quelques années, enfin déjà depuis des dizaines d'années à mon avis, c'est lettre de noblesse finalement. Oui. Comme tout service support, comme les ressources humaines. Et moi j'ai finalement quand j'ai commencé il y a plus de 25 ans en fait dans les régies c'est assez drôle, le directeur financier s'occupait des RH, du marketing, de la finance, de tout. Et donc aujourd'hui on a des services spécialisés pour ça puisque c'est vrai que les choses évoluent, mais je pense que c'est un élément central, ça l'a toujours été dans l'industrie automobile, agroalimentaire, enfin bref, le marketing c'est pas que de la publicité. Tout à fait. C'est plein de choses qui permettent d'aller plus loin et ça va des events à la marque employeur, de louer, de s'inscrire, du corporate aussi. Enfin bref, c'est l'image d'une entreprise. C'est clair. Et puis j'ai pour rebondir sur ça aussi, il y a des projets où tout s'est vendu à travers les réseaux sociaux à l'époque et encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un switch entre la presse et le digital qui est en train de prendre place. Pour terminer, dernière question. Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie ou de ta carrière que tu souhaiterais partager peut-être avec nous, une question que je t'ai pas posée ou qu'on n'a pas encore explorée? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois du coup dans 10 ans? Eh bien, j'ai comme objectif de faire de Barnes un leader important en Europe de l'immobilier, donc pas qu'en Suisse, avec des expériences de vie pour nos clients qui ne s'apparentent pas qu'à une agence immobilière. Donc on a des projets très très importants qui nous challengent énormément, avec le fait de créer un écosystème de lifestyle important, avec Maison Barnes, avec Barnes Hospitality, avec Barnes Family Office qui vient d'être créé autour de l'agence immobilière, autour de l'immobilier, et finalement de créer des prestations
que les clients n'ont pas encore aujourd'hui, autour du conseil immobilier, autour de la promotion, de la location commerciale, de l'achat, de la vente, mais également de toutes les expériences qu'on peut créer. Donc c'est des très gros investissements qu'on va devoir faire avec alors comme on disait tout à l'heure, il faut pas se tromper. Oui, tout à fait. Et ça peut coûter cher. Et donc offrir une expérience. Donc en fait aujourd'hui, on est en train de créer un Barnes 3.0 depuis quelques mois. Et qui ne s'adresse pas qu'à des clients immobiliers, mais des clients autour d'une expérience. Génial. Donc, métier de service qui regroupe un peu ce qu'on a fait aussi à l'école hôtelière ou autre. Tout à fait, métier de service 360. Exact. Du coup, je vais rebondir sur cette question, c'est est-ce que un jour Jérôme Félicité va s'arrêter de travailler? Évidemment. Évidemment. Il y a déjà une idée en tête. Il y a pas forcément une idée en tête, mais est-ce que après la retraite, tu penses toujours continuer à travailler ou gentiment un petit peu lever le pied J'espère que je pourrais dire, vous savez, je pense que quand on a du plaisir, on travaille plus. Donc en fait, l'idée, et c'est les décisions que j'ai prises il y a quelques mois de ça, c'est de remettre certaines activités qui, après 25 ans, m'excitait plus vraiment, on va dire, dans un esprit de continuité, parce qu'on a beaucoup de respect pour nos clients et il faut faire les choses bien. Et donc j'arriverai pas à répondre à votre question, parce que si avec tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, on arrive à nos objectifs, j'en ai pour quelques années effectivement. Et j'espère bien que je continuerai au-delà d'un âge respectable de retraite, avec peut-être des journées moins longues ou des semaines moins longues, mais une envie de transmission et une envie de faire quelque chose. Notre ADN, mon ADN, ça a toujours été d'être où les autres sont pas, et peut-être de faire des choses qui sont un peu différentes. Mais c'est génial. Voilà. Et ça se voit que t'es passionné, et du coup c'était un vrai plaisir de t'interviewer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au podcast Real Insiders, et puis j'espère qu'on pourra peut-être faire le point d'ici quelques années pour voir comment évoluer Barnes. Avec grand plaisir. Génial, merci beaucoup. Merci Jérôme.